Cette histoire vraie s'inspire d'enregistrements originaux et des dépositions des témoins oculaires. Aucune famille n'a envie de perdre un des siens, une fille, un fils. Personne ne se dit que ça peut arriver à sa propre famille. On lit des choses sur des accidents d'avion horribles et on se dit, Dieu merci, avec de la chance, ça ne nous arrivera pas. La probabilité joue en notre faveur. Tu l'as eu? Qu'est-ce que tu fous? Ça s'aggrave! En janvier 2000, un appareil d'Alaska Airlines avec 88 passagers et membres d'équipage à bord est victime d'un problème qui le fait tomber du ciel. C'est un inadmissible enchaînement de négligences et d'erreurs qui a conduit à ce désastre. Lorsqu'un des mécaniciens de la compagnie essaie de tirer le signal d'alarme à propos des méthodes de maintenance défectueuses, il est mis à pied. L'enquête met en lumière des carences choquantes, fléau du transport aérien moderne, tant au niveau de l'entretien que de l'application des réglementations. Elle montre comment une succession d'erreurs conduit à une tragédie qui pourrait bien se reproduire. Nous sommes en perte de vitesse. Puerto Vallarta est une station balnéaire réputée de la côte pacifique du Mexique et une des destinations de ce pays desservie par Alaska Airlines. Colleen Worley y est allée pour un anniversaire. À 34 ans, cette globe-trotteuse qui parle espagnol a déjà fait plusieurs séjours au Mexique. Colleen et les autres vacanciers qui reviennent de Puerto Vallarta s'installent pour un vol de 3h45 à destination de San Francisco. L'esprit encore en vacances, ils songent à l'avenir. Colleen et son fiancé Monty comptent bientôt fonder une famille. Les pilotes du vol 261 sont des hommes expérimentés. Le commandant Ted Thompson et le copilote Bill Tansky totalisent plusieurs milliers d'heures de vol sur MD-80 et connaissent donc bien cet appareil. Très apprécié, le MD-83 fait partie d'une gamme d'avions de ligne court courrier aile basse, moteur arrière, lancé en 1980. Plus de 1100 exemplaires ont été livrés dans le monde entier. Volet. Check confirmé. Déporteur. Check armé. Mais le 31 janvier 2000, tandis qu'ils se préparent, Thompson et Tansky ne se doutent pas qu'une défaillance critique se dissimule dans la queue de l'appareil. Colleen Worley et Monty, son fiancé, préparent leur mariage. Ils avaient annoncé leur fiançailles à Noël. C'était l'occasion pour tout le monde de les féliciter et nous avons décidé d'organiser une fête pour toute la famille. Abby Miller-Bush a visité le Mexique avec son fiancé Ryan et leurs amis pour fêter son embauche chez Microsoft. C'est difficile de décrire à quel point elle était joyeuse. Tout le monde connaissait sa gentillesse. C'est d'une qualité inestimable. Dean et moi étions souvent allés là-bas tous les deux. C'était la première fois qu'il y allait sans moi.
Dean m'avait appris à jouer. Il avait une pêche d'enfer, il racontait beaucoup de blagues. Les gens le décrivaient comme un type sympa. Peu après le décollage, le commandant Thompson et son copilote perçoivent les premières indications d'un ennui mécanique. L'empennage horizontal de la queue refuse de bouger. Le pilote passe en revue la checklist habituelle pour le débloquer. Compensateur du stabilisateur. Normal. Disjoncteur réarmé. D9, D10 et D11, OK. L'empennage horizontal du MD-83 est une surface à l'air d'une douzaine de mètres de large sur l'avant de la queue. C'est presque une deuxième aile. Avec les gouvernes de profondeur situées à l'arrière de la queue, il sert à ajuster l'angle de l'appareil pendant le vol. Or, il est pour l'heure bloqué. Thompson et Tansky supposent qu'il s'agit d'un défaut de fonctionnement du moteur électrique qui le fait normalement monter et descendre et pensent pouvoir remédier au problème. Ils ne savent pas encore qu'ils sont en grand danger. C'est vraiment une tuile qui leur est tombée dessus. Ça ne devait pas être grand-chose. Si ça avait été le cas, ils seraient retournés à l'aéroport mexicain d'où ils venaient. Il était donc normal qu'ils essaient de réparer. Le pilote actionne sans arrêt les deux interrupteurs qui actionnent l'empennage. Le moteur principal est actionné par l'interrupteur qui se trouve sur le manche et par les poignées du compensateur du pupitre. Aucun des deux ne répond? Non. Aucun système ne fonctionne. Empennage bloqué, pas de pilote automatique? Check. L'empennage bloqué fait descendre l'avion. À 8700 mètres d'altitude, Thompson débranche le pilote automatique pour passer en manuel. Ils doivent tirer fortement sur le manche pour redresser le nez. Ce qui exige un effort physique considérable de la part des deux hommes. L'avion remonte pendant les 7 minutes qui suivent pour rejoindre son altitude de croisière à 9800 mètres. Tandis qu'il longe la côte, le pilote contacte le service de maintenance de la compagnie. Je voudrais savoir si de tels problèmes ont été signalés récemment sur cet avion. Ou s'il y a des interrupteurs qu'on ne connaît pas qui nous permettraient de faire fonctionner ce moteur. Reçu 261. RAS sur cet avion au cours des 30 derniers jours. On n'a rien vu dans le journal de bord. Je vais prendre un exemple que n'importe quel néophyte peut comprendre. Si vous essayez de démarrer et que votre voiture ne veut rien savoir, vous tournez la clé sans arrêt dans le contact. L'équipage a dû faire pareil et se dire que ça allait marcher en essayant telle ou telle manœuvre. Les deux hommes s'interrogent sur ce qui se passera quand ils devront descendre se poser. Comment l'avion se comportera-t-il? Pourront-ils le contrôler? Mais les minutes passent et en bas, au sol, on ne réagit toujours pas à leur demande. Et tandis que le vol 261 approche de Los Angeles par la côte, les problèmes s'aggravent. Les pilotes du vol 261 d'Alaska Airlines volent en manuel à 10 000 mètres d'altitude sur un avion dont l'empennage bloqué le fait piquer du nez. Les deux hommes tentent une nouvelle fois de le décoincer en actionnant les deux moteurs électriques qui le font fonctionner. L'aval débloqué. Bon sang! Tu l'as eu? Qu'est-ce que tu fous? Il l'a déclenché! Le vol 261 plonge pendant plus d'une minute. Les pilotes tentent de le contrôler. Ça s'aggrave! On va décrocher! Au départ, il force sur le manche pour maîtriser la descente. Puis le pilote pique à nouveau du nez pour reprendre le contrôle. La manœuvre est risquée à bord d'un avion qui tombe à plus de 560 km/h. Libère-le!
Les deux hommes reprennent petit à petit contrôle de leur appareil et parviennent à le redresser. Aérofrein. Actionne les pompes. D'accord. Aide-moi. D'accord. Ici, Alaska 261. On vient de plonger. J'ai perdu le contrôle. Tangage vertical. Alaska 261, répétez. On est à 8000 mètres et on plonge. On vient de plonger et j'ai perdu le contrôle vertical de l'appareil. Aide-moi. Une fois qu'on aura ralenti, peut-être que ça ira. Maintenir l'altitude n'est pas facile. Le blocage de l'empennage continue de faire baisser le nez de l'avion. On est à 7200 mètres, demandons. Oui, on reprend le contrôle. Négatif. Ok, d'accord. Pour contrer la poussée vers le bas donnée par l'empennage, les pilotes utilisent les gouvernes de profondeur, les panneaux mobiles situés à l'arrière de la queue reliés aux manches par des câbles. Les pilotes tirent de toute leur force. Le sort de l'avion dépend de leurs bras. En cabine, les passagers effrayés essaient de se remettre de la terrible descente. Ils n'ont aucune idée de ce qui peut arriver. Leurs souvenirs de vacances ont été balayés par la peur de mourir. Dean était du genre à discuter avec les gens autour de lui. Je suis sûre qu'il parlait à la personne assise à côté de lui, qu'ils avaient sympathisé. Colleen était très différente de mes autres enfants. Elle adorait voyager. C'était une jolie fille. C'était une jeune femme de 25 ans qui avait la bougeotte. Elle allait vraiment partout. Dans le cockpit, les pilotes s'efforcent de contrôler la vitesse de l'appareil pour pouvoir atterrir. Ils maîtrisent leur appareil, le stabilisent et se retrouvent dans une situation où ils doivent décider de procéder à un atterrissage d'urgence sur l'aéroport international de Los Angeles. Je vais couper les aérofreins. Non, laisse, ça a l'air de nous aider. Bon sang, il veut vraiment descendre. Ok. Pas de bêtises. T'inquiète pas. Fort de cette maîtrise provisoire de l'avion, les deux hommes vont alors prendre une décision fatidique, essayer de réparer. Ils ont besoin d'un bloc d'altitude dégagé autour de l'avion au cas où ils perdraient à nouveau la maîtrise de l'appareil. Ils appellent le contrôle aérien. Alaska 261, quel est votre état? Ici 261. Nous sommes à 7300 mètres, à peu près stabilisés. Nous ralentissons et nous allons essayer de réparer. Donnez-moi un bloc d'altitude entre 6000 et 7000 mètres. Alaska 261, conservez le bloc d'altitude au niveau de vol 200 jusqu'au niveau 250. Les pilotes disposent désormais d'un espace dégagé au-dessus et au-dessous de l'avion. Ils s'interrogent sur leur prochaine initiative. Prends les commandes, je vais essayer. Ok. C'est dur. J'en peux plus. C'était dur tout à l'heure. Ce qu'on a fait n'a pas marché. Mieux vaut ne pas recommencer. Oui, il a complètement plongé. C'est pire qu'avant. C'est bien pire. Les pilotes ont compris qu'il ne s'agit pas d'un simple incident électrique. Compte tenu de ce qu'ils viennent de vivre, ils supposent que l'empennage est bloqué. Il doit être complètement grippé. Je me dis que ça peut pas empirer. Mais on sait jamais. On va ralentir jusqu'à 370 km/h et voir ce qui se passe. La situation est des plus critiques. Ils ignorent comment l'avion va réagir quand ils vont ralentir et ils doivent continuer à tirer sur les gouvernes de profondeur pour maintenir le niveau de vol.
Le commandant essaie une nouvelle fois d'obtenir de l'aide auprès du service de maintenance. Maintenance! Ici 261, vous me recevez? Oui, 261. On a essayé l'interrupteur et les poignées, mais l'avion nous a échappé. Il s'est mis en piqué. Il s'est échappé à piquer du nez? Oui. Et maintenant, ça ne va plus du tout. On tient, mais c'est pire qu'avant. Vous piquez du nez, mais vous n'êtes pas en train de vous cabrer, n'est-ce pas? Affirmatif. On est parti en piqué total. Et j'ai peur de réessayer pour voir s'il va partir dans l'autre direction. À vous de voir. Si vous voulez essayer, ça me va. Si vous ne voulez pas, ça me va aussi. On se voit à la porte d'arrivée. Même s'il est très important d'avoir un contact avec le sol, avec des gens qui peuvent consulter les manuels de maintenance, qui ont de l'expérience, qui peuvent téléphoner aux fabricants, ça n'apporte pas toujours une réponse miracle. L'équipage avait déjà essayé toutes les astuces logiques. De toute évidence, la maintenance n'a pas compris le danger de la situation. Ce sera son dernier contact avec l'équipage. Désormais, personne ne peut plus aider les pilotes qui se battent contre leur empennage. En bon professionnel, il tente de réconforter les passagers. Mesdames et messieurs, nous avons un problème de commande de vol et nous travaillons dessus. Los Angeles est à notre droite, ce sera notre destination. Nous sommes très occupés par cet incident et je pense que nous n'aurons pas trop de difficultés une fois que nous aurons pu y remédier. Nous nous dirigeons vers l'aéroport de Los Angeles où nous atterrirons d'ici 20 à 30 minutes. En fait, ils n'arriveront jamais à Los Angeles. Mais c'est ici que commence vraiment l'horreur. Après le terrible plongeon de 2500 mètres, le vol 261 a réussi à stabiliser son altitude. Los Angeles, ici Alaska 261. Nous sommes à 6900 mètres avec un empennage grippé. Et nous avons du mal à conserver notre altitude. Nous pensons cependant y arriver et nous avons l'intention d'atterrir à Los Angeles. Les pilotes demandent à être déroutés au-dessus de l'océan Pacifique, loin de l'aéroport. Centre, ici Alaska 261. Je dois descendre jusqu'à 10 et changer de configuration. Je veux être sûr de pouvoir contrôler l'avion. J'aimerais le faire au-dessus de la baie si possible. Si le pire devait arriver, les pilotes ne veulent pas s'écraser au sol et risquer de tuer encore plus de gens. Ils ont sauvé beaucoup de vies humaines, et ça les gens ne le comprennent peut-être pas, en demandant à rester au-dessus de l'eau jusqu'à ce qu'ils aient repris entièrement le contrôle de l'avion. Tandis qu'ils manœuvrent, les pilotes demandent à nouveau aux aiguilleurs du ciel de conserver un espace aérien dégagé autour de l'avion. Alaska 261, prenez au 280 et descendez à 17 000. 280 et 17 000. Ici Alaska 261. Nous avons besoin d'un bloc d'altitude. Alaska 261, reçu. Ramassez tout et faites s'attacher les passagers. Les pilotes s'efforcent de réparer l'avion, même s'ils ne savent pas quelles conséquences cela aura. Je teste. Alors? Il veut encore plonger. Plus de puissance. Je suis à 250 nœuds. C'est dur. Non, plutôt stable. Mais il faut qu'on ralentisse à 180. Les deux hommes essaient de ralentir l'avion pour atteindre la vitesse d'atterrissage sans perdre le contrôle. Mais dans cette recherche d'une solution, le moindre faux pas peut avoir des conséquences fatales. Le seul espoir des passagers, c'est que le talent et l'expérience des pilotes leur permettent de rallier l'aéroport de Los Angeles. C'est arrêté maintenant? Pas d'après la machine. Leurs tentatives échouant les unes après les autres, l'équipage se demande alors si l'empennage lui-même n'est pas endommagé. L'assiette est peut-être... Il y a un truc qui est sorti là-bas derrière. Ouais. Et peut-être aussi un ennui mécanique. Je crois qu'on peut le piloter. On essaie d'atterrir? Tu crois? D'accord. Direction Los Angeles.
Mais au moment où il s'apprête à se poser, quelque chose cède dans la queue de l'appareil. Tu as senti? Oui, donne-moi des becs. Il y a un problème. Tu crois? L'avion plonge. Pour éviter tout risque de collision, Los Angeles a averti les pilotes des avions alentours qu'Alaska 261 est en difficulté. Ce sont eux qui appellent alors la tour. L'avion vient de commencer à plonger. Oui, il pique du nez et descend très vite. Personne ne le maîtrise. L'avion est sur le dos, monsieur. Il est sur le dos. Les deux hommes ont du mal à atteindre les commandes. L'avion est à l'envers, mais les pilotes pensent pouvoir lui faire un tonneau pour interrompre sa chute. Mayday! Pousse et fais un tonneau! Pousse et fais un tonneau! Pousse! Pousse! Ils ont essayé de faire voler l'avion à l'envers. Ils n'ont pas cru un seul instant qu'ils n'arriveraient pas à reprendre le contrôle. Je pousse! Attrape le gouvernail de direction! Je peux pas l'attraper! Bon, le droit alors, le droit! L'avion était secoué dans tous les sens. Il s'est mis sur le dos et a commencé à tourner. Les passagers étaient projetés contre les parois, arrachés de leur siège. L'enregistreur phonique hurlait. Les dernières minutes de leur vie ont été absolument horribles. On vole toujours? Oui! Dis-leur ce qu'on fait! On est sur le dos et on vole toujours! Ils étaient complètement renversés. Les pilotes étaient retenus par les sangles passant sur leurs épaules, mais les passagers n'en ont pas. On y va! Il vient de heurter l'eau. Oui, il vient de heurter l'eau. Il est tombé. Après un plongeon terrifiant de 60 secondes, le vol 261 s'abîme dans le Pacifique à 400 km/h. Les hélicoptères de sauvetage arrivent rapidement sur les lieux, mais il n'y a aucun survivant. L'avion s'est disloqué au moment de l'impact. Les 88 personnes à bord, dont 3 enfants en bas âge, sont mortes sur le coup. Fred Miller a perdu sa fille Abby et son gendre Ryan. Ils ont vraiment souffert. Ce n'est pas une façon agréable de mourir. Un témoin a raconté que l'avion faisait des vrilles, presque comme une toupie. Il a dit, penser que des gens qui avaient toute leur vie devant eux mouraient là-dedans est un des pires souvenirs que je garderai toute ma vie. Suzanne da Silva a perdu son mari, Dean. Je sais qu'ils ont vécu quelque chose d'horrible. Ils ont connu une fin très violente. Aucun corps n'était intact, ou même pas trop abîmé. Et ils sont restés longtemps conscients avant que tout s'arrête. Colin Wehrle est décédé à côté de son fiancé, Monty. Pour une mère, attendre que son enfant rentre à la maison. Colin avait tellement voyagé durant toute sa vie.
C'était tellement inhabituel de ne pas la voir franchir le pas de la porte. Tout le temps, on se dit quelque chose a provoqué ça et je veux savoir qui en est responsable. L'enquête sur le crash du vol Alaska 261 commence, mais l'épave repose par 210 mètres de fond. Les responsables du bureau enquête accident font appel à un robot de la marine pour récupérer l'avion. Nous avons utilisé un engin télécommandé équipé du sonar latéral qui permet de cartographier une zone pour avoir une idée de l'éparpillement des débris. À Washington, la première préoccupation est de savoir ce qui a provoqué la chute de l'avion. Les premiers indices viennent du CVR, l'enregistreur phonique. Los Angeles, ici Alaska 261. Nous sommes à 6900 mètres avec un empennage grippé et nous avons du mal à conserver notre altitude. Nous avons tout de suite songé à un problème à la queue, car c'est là que se trouvent les commandes. Quelque chose clochait dans cette zone et c'était donc la partie clé qu'il fallait chercher. Le MD-83 qui s'est écrasé était une version modifiée du DC-9 de McDonnell Douglas, un avion extrêmement populaire. Plus de 2000 exemplaires ont été livrés dans le monde. Les moteurs sont à l'arrière de l'appareil et la forme en T de sa queue est un élément essentiel de sa conception. Sur un gros avion à turboréacteur, un des éléments les plus ingénieux de la conception, c'est que comme on va devoir embarquer des passagers et des marchandises, il faut pouvoir alourdir un peu le nez ou la queue. Pour ce faire, il faut que tout le stabilisateur puisse bouger. Mais les avions les plus durs à manœuvrer sont ceux avec une queue en T, avec le stabilisateur vertical et l'horizontal installé dessus. C'est le compensateur du stabilisateur, l'un des éléments qui rend ces avions si pratiques. Sur le MD-83, un vérin à vis à moteur permet d'actionner l'empennage horizontal de haut en bas et de bas en haut. Quand il va vers le haut, l'avion pique du nez. Quand il va vers le bas, le nez remonte. Mais quel rôle ce vérin à vis de plus de 70 cm a-t-il joué dans le drame du vol 261 ? Les enquêteurs ont hâte de pouvoir l'examiner. Le vérin à vis n'était pas avec l'écrou dans lequel il est censé se loger. Il était tout seul. On a retrouvé l'écrou ailleurs, à quelques mètres. Découvrir une vis séparée de son écrou, qui a pourtant un gros filetage, ça nous a surpris. Ensuite, nous avons remarqué un fil de cuivre enroulé autour du vérin à vis. Le filetage que vous voyez ici avait disparu. Ce qu'il en restait, c'est ce qu'on a retrouvé emberlificoté autour du vérin à vis. Une fois le filetage arraché, le vérin à vis ne pouvait plus tourner. Les pilotes n'avaient aucun moyen d'identifier la nature du problème. L'équipage s'est retrouvé confronté à une situation sans précédent. Il n'existe pas de procédure en cas d'accident de vérin. Dans le manuel à leur disposition, on n'en parle pas. Une fois le vérin à vis bloqué, les pilotes sont dans l'impossibilité de régler le stabilisateur. Nous avons pensé que c'était parce que ce filetage s'était usé. Et du coup, le moteur électrique n'était plus assez puissant pour le faire tourner. C'est cela qui a fait suggérer à l'équipage qu'il y avait un problème. Les deux hommes ont effectivement compris qu'il y avait un problème en queue, mais ils ignoraient lequel. Deux moteurs actionnent le vérin à vis et ils les ont essayés à tour de rôle. Mais cette tentative pour débloquer l'empennage n'a fait qu'aggraver la situation. On est à 7200 mètres. Oui, on reprend le contrôle. Négatif. Là où ils ont commis une erreur, c'est en essayant le moteur principal et le moteur secondaire en même temps.
Quand les pilotes ont actionné simultanément les deux moteurs électriques, le vérin à vis a bougé, mais le filetage a cédé et la vis ne tenait alors plus que par un écrou. Dès cet instant, l'avion était condamné. Cet écrou n'a jamais été conçu pour supporter les charges aérodynamiques exercées par l'avion. Sors les aérofreins. Actionne les pompes. D'accord. Maintenant, grâce au recul et en ayant remonté le cours des événements, nous savons que cet équipage, pas plus qu'un autre, n'aurait dû essayer d'actionner l'assiette dans tous les sens. L'écrou a de plus en plus de mal à tenir. Finalement, sous les coups répétés, l'écrou a fini par casser. Tu as senti? Oui, donne-moi des becs. Le vérin à vis est complètement sorti de son écrou et du coup l'empennage horizontal est allé bien au-delà de ses limites aérodynamiques. Il y a un problème. C'est grave? Ouais. L'empennage force l'avion à piquer. Échappant désormais à tout contrôle, il plonge. Le gouvernail de direction, le gauche. Je peux pas l'attraper. L'équipage s'est efforcé de récupérer l'avion jusqu'à ce qu'il frappe l'eau. Ils n'ont pas renoncé durant toute la descente. Pour les enquêteurs, il est évident que la rupture du vérin à vis est la seule raison expliquant le vol erratique de l'avion et son plongeon final. Mais pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi cette pièce a-t-elle cédé? Ils observent minutieusement l'état du vérin à vis incriminé. Pourquoi n'a-t-il pas résisté? Il n'y avait pas de lubrifiant, pas de graisse visible sur le filetage de la vis. C'était surprenant et étrange. Cette absence de graisse inquiète les enquêteurs. Ils alertent la FAA, l'homologue de la Direction générale de l'aviation civile, qui ordonne une révision immédiate de tous les MD-80 volant aux États-Unis. Et c'est le choc. Chez Alaska Airlines, sur 6 des 34 appareils de la compagnie, le vérin à vis doit être remplacé car il ne passe pas le contrôle. Pas de graisse, voilà le coupable. L'absence de lubrifiant ou l'utilisation d'un mauvais produit, c'est la seule chose qui peut provoquer une telle usure. C'est un simple manque de graisse qui a conduit à la rupture du vérin à vis et à la mort de 88 personnes. Mais pourquoi est-ce arrivé à Alaska Airlines? Les enquêteurs s'intéressent alors au programme d'entretien de la compagnie. Et ce qu'ils découvrent est des plus inquiétants. Nous avons interrogé tous les mécaniciens qui avaient travaillé sur ces appareils. Nous savions qu'ils avaient falsifié des dossiers ou n'avaient pas fait le travail qu'ils mentionnaient. Les mécaniciens expliquent qu'on faisait pression sur eux pour que les avions volent au maximum et que leurs supérieurs passaient outre leurs recommandations. Certains affirmèrent que les dossiers étaient modifiés pour laisser croire que l'entretien avait été fait alors que ce n'était pas le cas. Alaska est depuis longtemps une des compagnies aériennes les plus florissantes des États-Unis. Mais au début des années 1990, la crise économique la frappe de plein fouet. Elle décide alors de réduire ses coûts pour rétablir sa situation. Alaska Airlines commence à faire voler ses avions de manière plus intensive. L'utilisation quotidienne de sa flotte augmente considérablement. Mais faire voler les avions longtemps pour gagner de l'argent a des répercussions sur les plannings d'entretien.
John Liotine était mécanicien en chef au centre d'entretien d'Alaska Airlines à Auckland. Il y a travaillé plus de 8 ans. Il sentait que les pressions exercées sur la maintenance mettaient la vie des passagers en danger. Il paya très cher le fait d'avoir exprimé ses inquiétudes. Nous avons demandé à un comédien de vous rejouer ce qui lui est arrivé en nous fondant sur ses déclarations faites sous serment devant le bureau d'enquête. Il a déclaré qu'on faisait repartir trop rapidement certains avions. Parfois, au lieu d'attendre l'arrivée de pièces de rechange, les superviseurs déclaraient les appareils bons pour le service. En 1998, plus de 15 mois avant le crash, John Liotine est tellement inquiet qu'il fait quelque chose qui bouleversera sa vie à jamais. Il dénonce Alaska Airlines à la FAA en décrivant les infractions affectant les procédures d'entretien. Très peu de voix se sont élevées contre les méthodes d'entretien d'Alaska. Il aurait dû y en avoir plus, et des gens auraient dû écouter. John Liotine est le héros de mon livre. En décembre 1999, plus d'un an avant le crash, la FAA et des responsables du département américain des transports rendent visite à Alaska Airlines. Le dossier est renvoyé à des procureurs fédéraux et le FBI effectue des descentes dans les usines d'entretien d'Alaska où des milliers de dossiers sont saisis. C'est le prologue d'une enquête qui va durer 3 ans. Mais finalement, aucune poursuite pénale n'est engagée contre la compagnie. Ses responsables ne reconnaissent ni l'existence de méthodes de travail à risque, ni que la vie des passagers a été mise en danger. L'enquête met en revanche en lumière des centaines d'infractions à la réglementation fédérale. Et la compagnie doit verser une amende. Les autorités imposent des modifications de procédures d'entretien et de sécurité. Et suspendent également 2 superviseurs accusés d'avoir falsifié des dossiers. À l'instar de beaucoup de ceux qui ont tiré un signal d'alarme, John Liotine va payer le prix fort pour avoir voulu sauver des vies. Alaska le met en congé payé, ce qui lui fera perdre des milliers de dollars d'heures supplémentaires. Puis en janvier 2000, il voit son pire cauchemar devenir réalité. L'accident qu'il a essayé d'empêcher en contactant les autorités fédérales vient de se produire au large des côtes californiennes. Après le crash du vol 261, John Liotine reprend ses notes de travail. Et il découvre qu'il est directement lié à l'accident. Plus de 2 ans auparavant, lors de la dernière révision de l'appareil, il avait demandé le remplacement du vérin à vis avant le changement d'équipe de travail. Lorsque les enquêteurs examinent le dossier, ils découvrent que la recommandation de Liotine a été annulée par l'équipe suivante et que l'avion a repris du service. La révision suivante ne devait avoir lieu que 2 ans et demi plus tard, mais 2 mois avant la date prévue, le vol 261 s'est écrasé. Alaska Airlines a reproché à Liotine d'avoir eu une influence négative. Celui-ci a alors attaqué la compagnie en diffamation. Celle-ci a proposé un arrangement à l'amiable, mais Liotine est devenu le mouton noir de l'industrie aéronautique.
Je reçois des appels presque toutes les semaines me demandant « Dois-je tirer le signal d'alarme ?» Et je réponds toujours « Vous devez être prêt à changer de travail, car vous ne travaillerez plus dans ce secteur, ni pour le gouvernement. » Dans la plupart des cas, il est presque impossible de dénoncer certaines choses et de poursuivre sa carrière. En poursuivant leurs recherches, les enquêteurs découvrent un autre moyen utilisé par Alaska Airlines pour réduire ses coûts. Pour faire voler ses avions au maximum, la compagnie a considérablement espacé les périodes d'entretien. C'est très important car lorsqu'un avion est conçu, chaque pièce doit être inspectée et remplacée à des dates prévues. Vous devez faire une inspection toutes les X heures et ça varie en fonction des pièces de l'avion. Certains éléments doivent être vérifiés après chaque vol, d'autres tous les 2 ou 3 jours. En 1996, Alaska Airlines a augmenté la période entre chaque graissage des vérins à vis de 400%. L'entretien aurait lieu maintenant toutes les 2500 heures. Cette mesure sera fatale au vol 261. Avec un intervalle de 600 heures entre les inspections et les graissages, on ne se serait jamais retrouvé dans une situation de frottement métal contre métal. Mais quand on passe à 2000 ou 2500 heures d'intervalle, on prend sur les marges de sécurité, les barrières qui empêchent les catastrophes. Dans leur rapport final sur le crash du vol 261, les enquêteurs concluent qu'Alaska Airlines a augmenté l'écart entre les entretiens des vérins à vis des MD-80 et que c'est là un des éléments clés ayant conduit à l'accident. Les compagnies aériennes font tout pour économiser le moindre centime. L'entretien et la sécurité sont relégués au second plan. Et ce qu'il y a de choquant à propos d'Alaska, c'est que la compagnie a eu l'autorisation d'augmenter les intervalles entre les entretiens. Or, ce sont eux qui assurent la sécurité. L'accroissement des intervalles entre les maintenances a fait que le manque de graisse n'a pas été découvert avant le crash. Mais les enquêteurs se demandent aussi si la rupture du vérin à vis ne met pas en évidence un défaut de conception de l'appareil. Et ils constatent que le MD-80 enfreint une règle fondamentale de conception. Il n'y a pas de double sécurité. La philosophie qui a fait de l'aviation quelque chose d'aussi sûr, c'est qu'on ne doit jamais se retrouver dans une situation où la rupture d'un élément conduit à la perte de l'avion. Il n'y avait pas de système de secours pour ce vérin à vis et son écrou. Les ingénieurs n'ont jamais envisagé la possibilité que le MD-80 puisse rencontrer un problème à ce niveau-là. Avec des entretiens toutes les 600 heures et un remplacement de la pièce toutes les 2000 heures, il n'y avait pas besoin d'ajouter de système de secours. C'était vraiment risible de les entendre dire qu'il s'agissait d'un système de secours. Il y a un vérin à vis et un écrou. Un point, c'est tout. Il n'y a rien en double. Le MD-80 vole toujours dans le monde entier, malgré la mise en lumière de ce vice de conception particulièrement dangereux. Le vérin à vis n'a pas été reconçu. Les intervalles entre chaque entretien ont été réduits, mais les compagnies aériennes dépendent toujours d'une maintenance efficace pour éviter qu'un tel accident se reproduise. Ainsi, le crash du vol 261 a été dû à un manque de graisse et à des intervalles trop longs entre chaque entretien. Ajouté à la conception du vérin à vis, ces manquements ont provoqué un accident qui aurait pu être évité et qui a coûté la vie à 88 personnes. Trois ans après le crash du vol 261, les familles et les amis des disparus ont fait édifier un mémorial à Port Hueneme, non loin du lieu du drame. Janice Stokes.
La seule chose qui nous permet de compenser la perte de ces vies dans notre infinie médiocrité, c'est de savoir, comme ça a été le cas avec de nombreux autres accidents et avec de nombreuses familles en deuil, que ces morts ne sont pas inutiles. Nous ne permettrons pas qu'ils deviennent inutiles. Le sacrifice de chacune de ces vies doit nous permettre d'assurer que 3, 5 ou 10 autres personnes ne périront pas. Carol Carlson. Colleen était différente. C'était une aventurière. Et il n'y a personne d'autre comme elle dans notre famille. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire d'autre que nous souvenir d'elle et vivre un peu mieux pour elle. Quand j'étais gamine, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, même pas dans les voitures. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut en mettre. Nous ne savions pas qu'il était dangereux de fumer des cigarettes. Aujourd'hui, on le sait. Et il y a beaucoup à apprendre au sujet de la sécurité en avion. Ryan Bushy. Aucun de nous n'est plus le même. C'est comme marcher dans une immense tempête, les vagues arrivent les unes après les autres. Ça ne s'arrête pas. Le chagrin que représente la perte d'un enfant, je ne le souhaite à personne. Cet avion s'est écrasé à cause d'une négligence. C'est une perte si affreuse. Quelle horrible façon de mourir. Tout ça pour qu'une compagnie aérienne gagne plus d'argent.